Merci. Merci beaucoup pour l'invitation déjà, Nathalie. Je suis très content de parler devant vous. Effectivement de parler de cet ouvrage et du lien que j'établis aussi entre la contre-culture et le mode mineur, dont je redirai un mot tout à l'heure. J'ai combien de temps à peu près pour... Le séminaire dure 2 heures, donc ça serait bien qu'on ait une demi-heure pour échanger. Oui, au moins. Ouais. Donc entre 1 heure et 1 heure et demie, comme tu veux. Très bien. Donc, alors je vais peut-être d'abord commencer par expliquer pourquoi, au fond, j'ai voulu travailler sur la philosophie comme contre-culture, ce qui suppose au fond, de penser ce que j'appelle dans le livre un tournant culturaliste de la philosophie, puisque je considère que la contre-culture n'est pas un dispositif extérieur à la culture. Donc c'est une forme culturelle parmi d'autres. Et donc à l'intérieur de ce qu'on appelle la culture, il y a des formes contre-culturelles qui, en règle générale, sont rapportées à une marge artiste, une avant-garde artistique par exemple, ou à des figures qui sont justement du côté de l'avant-garde artistique ou en lien avec l'avant-garde artistique. On peut penser à certains mouvements également. Alors il est clair que moi ce que j'ai cherché à analyser c'est disons une orientation contre-culturelle dans la philosophie, donc interne à la pratique théorique qu'est la philosophie. Ce qui supposait d'abord de réfléchir sur ce que je viens d'appeler le tournant culturaliste de la philosophie. Je considère que effectivement, dans l'histoire de la philosophie au sens large du terme, la philosophie c'est très souvent et presque par habitus pensée comme en position extra-culturelle, c'est-à-dire qu'elle a souvent rechigné à penser ses conditions d'élaboration, alors pas que culturelles, mais sociales, politiques, institutionnelles, et donc aussi culturelles au sens large du terme, au nom d'un argument qui est au fond que le philosophe est du côté de l'universel, que cet universel, il suffit de l'énoncer pour qu'il induise une norme de validité intrinsèque, de telle sorte que, au fond, c'est vrai que la philosophie, c'est souvent pensé comme ce discours qui, parce qu'il doit dire l'universel, n'a pas à se poser la question des conditions de son élaboration. Une philosophie étant, au fond, ce discours, la philosophie étant finalement ce discours sans condition, contrairement à bien d'autres discours, depuis les Grecs, où, au fond, on apprend, et en particulier c'est le philosophe, est prompt à réfléchir sur les conditions d'élaboration des autres discours. Tout le partage entre les sophistes et les philosophes, ou chez Platon, dans la République, entre ceux qui ont l'air de ressembler à des philosophes, les philodoxes, mais qui n'en sont pas, et les vrais philosophes qui sont du côté du naturel philosophe. Ces partages-là, ils sont souvent liés à une analyse que font les philosophes des autres registres de discours, la rhétorique, la sophistique, etc., des conditions aussi des fois de persuasion de ces discours, de séduction de ces discours, etc., alors que le philosophe, lui, en général, considère que sa volonté de vérité et son désir constant de vérité lui permettent de se retrancher de cette réflexion. Et ça a bien sûr des effets directs sur les formes de l'écriture de la philosophie. Donc c'est vrai que je me suis intéressé, c'est la toile du fond du livre, mais je me suis intéressé un peu à la manière dont la philosophie, en postulant des universaux, au fond construit un type d'écriture dans laquelle
des formes de partage liées à l'écriture du texte philosophique sont produites. Par exemple, chez Platon, on a le partage récurrent entre l'âme d'or des philosophes et l'âme de fer des artisans. Et ce partage entre l'artisan et le philosophe, il est sans appel. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez en tant qu'artisan, pour faire de la philosophie, vous ne serez jamais un philosophe parce que votre âme n'est pas une âme d'or, précisément. Pourquoi ? Parce que seul celui qui est défini comme philosophe a la capacité de désirer en permanence la sagesse, alors que les artisans peuvent tout au plus être des philodoxes, c'est-à-dire finalement la désirer de temps en temps. Et on a ce partage que Platon a établi entre Eros et Epithumia, c'est-à-dire que le philosophe a un rapport érotique à la philosophie. Il désire, et ce rapport érotique suppose qu'on désire tout le temps la philosopher, alors que l'artisan, par exemple, a tout au plus un rapport d'épithumia, c'est-à-dire d'appétit. Il a de l'appétit pour la philosophie, mais il n'a pas de rapport érotique à la philosophie, et l'appétit est inconstant. Et ce partage est sans appel. Sans appel parce que, précisément, pour définir le naturel philosophe, dans le livre 6 de la République, Platon a besoin de faire cette distinction entre le philosophe et le philodoxe pour produire un partage qui, de fait, situe la place du philosophe à part et lui permet d'être en position un petit peu comme ça d'extraterritorialité par rapport à toutes les formes de vie autres dans la cité. Jacques Rancière, par exemple, a bien montré dans Le philosophe et ses pauvres comment ce partage était constitutif de la naissance de la philosophie. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il n'est pas indifférent qu'un philosophe traite de la question de la cité, dans la République ou dans les lois, et propose un ajustement des places des uns et des autres à partir d'un argumentaire sur l'idée de justice posée comme une essence, comme un universel qui doit se réaliser sous certaines conditions dans la cité. Et de la même manière, on trouverait des réflexions analogues, même si elles sont différentes. Chez Aristote, et tout, dans ses ouvrages sur la politique, on a comme ça des grands partages entre qui est citoyen, qui ne l'est pas, des partages de genre aussi, entre l'homme citoyen et la femme non citoyenne, des partages entre le citoyen et l'étranger, entre l'étranger qui vit dans la cité et celui qui vit hors de la cité. Et au fond, tout ceci, tous ces partages ont l'air un petit peu comme ça d'aller de soi dans l'écriture du texte philosophique. Et quand on réfléchit à ces partages, moi, c'est la question que je me suis posée, au fond, c'est d'où viennent de tels partages ? Comment se fait-il qu'on ait d'un côté une formulation de l'universel, de l'idée de justice, par exemple, de l'idée de république, de ce qu'est le bon régime politique. Comment se fait-il qu'on ait une réflexion qui veut atteindre l'universel et qui, de l'autre côté, en revanche, fonde des partages qui ne sont pas du tout remis en question à l'intérieur du texte philosophique. Et cette espèce de, ce que moi je trouve, de tendance de fond de l'écriture philosophique, elle a une histoire très longue, puisque on peut montrer qu'au XVIIIe siècle, après tout, au nom d'une certaine idée de l'homme, qui se veut être un nouvel universel un petit peu anthropologique, Kant, par exemple, qui pourtant affirme d'un côté qu'il faut tout soumettre à la critique, dans la préface de la critique de la raison pure, y compris précisément la politique et la religion, y compris la majesté de la législation et la sainteté de la religion, réitère quand même des partages entre les races dans ses textes sur les définitions des races, en construisant une hiérarchie des races qui fait que
la race africaine, par exemple, est nettement infériorisée par rapport à la race européenne. Et cet argumentaire, on le trouve repris, amplifié dans la philosophie de l'histoire de Hegel, où, au fond, le développement de la raison suppose l'humanité européenne beaucoup plus que l'humanité africaine, par exemple. Et jusqu'à Husserl, qui, au début du XXe siècle, dans la crise des sciences européennes, qui n'hésite pas finalement à reconstituer l'idée d'une humanité européenne qui procéderait déjà de ce qu'il appelait le miracle grec, c'est-à-dire la naissance de la philosophie, et qui, dans cette constitution de l'humanité européenne, exclut les bohémiens d'Europe, les tziganes qui vivent en Europe, et inclut en revanche les populations américaines du Nord comme constitutives de l'idée européenne de l'humanité. Donc on voit que les partages en philosophie sont légion, et là je n'ai pris que quelques exemples, mais on pourrait évidemment montrer aussi comment il y a au fond différents types de partages. Alors si dans une approche un peu contemporaine, on pourrait dire qu'il y a des partages de genre, des partages de classe et des partages de race qui sont réitérés dans l'écriture philosophique, alors même que le texte philosophique prétend pourtant dire l'universel. Et donc devrait théoriquement être attentif précisément à ces partages. Or, tel n'est pas le cas. Donc la question que je me suis posée à l'origine de ce livre, c'est au fond, mais pourquoi y a-t-il ce paradoxe à vouloir dire l'universel d'un côté et à produire des partages de l'autre côté, c'est-à-dire, au fond, pourquoi y a-t-il un proprement philosophique et une extériorité rétive à la philosophie qui l'incarne mal. Et la thèse que je défends dans le livre, en introduction en tout cas, c'est que la philosophie a toujours rechigné à se penser comme, en tant qu'écriture et texte, en tant que production de texte, a toujours rechigné à se penser comme une forme culturellement contextualisée. Autrement dit, il y a un effet de décontextualisation de l'écriture philosophique qui est propre à la pratique de la philosophie. Tout se passe comme si, au fond, l'important c'était de penser quelque chose sans se demander d'où est-ce que l'on pensait ce quelque chose. Or, ce que je cherche à faire dans ce texte, c'est à réfléchir sur le point suivant. L'une des thèses, c'est que pour penser quelque chose, on ne peut penser quelque chose que si, en même temps qu'on pense quelque chose, on réfléchit sur d'où l'on pense, sur l'endroit à partir duquel on est amené à penser quelque chose. Je ne peux penser une idée que si, en même temps, je pense aux conditions d'élaboration de cette idée. Et il me semble que cette thèse-là, je ne peux penser une idée que si je pense aux conditions sociales, politiques, institutionnelles, culturelles d'engendrement de cette idée. Il me semble que cette thèse définit une forme de modernité philosophique qui, effectivement, consiste à réfléchir non seulement aux idées engendrées par la philosophie, mais à ce qu'on pourrait appeler, si on se référait dans un autre contexte à Spinoza, à l'idée de l'idée, c'est-à-dire que comment se fait-il au fond que je pense ce que je pense? Et qu'est-ce qui fait que dans mon époque je suis amené à penser ce que je pense? Quelles sont les conditions au fond d'engendrement? Quelles sont les conditions culturelles au sens large d'engendrement de l'idée que je suis en train d'élaborer? C'est donc en quelque sorte dans un déplacement c'est un déplacement que j'essaie de repérer d'une philosophie sans condition qui dit l'universel parce qu'elle a vocation à le dire, à une philosophie sous condition, une philosophie qui ne peut élaborer un programme conceptuel qu'à la condition de réfléchir aux conditions de sa propre élaboration. Alors,
quand je dis ça, passer d'une philosophie sans condition à une philosophie sous condition, pour moi, en tout cas, la modernité en philosophie a consisté à assumer ce tournant-là, ce que j'appelle un tournant culturaliste, précisément, au sens large du terme, consistant à penser le texte, la pratique philosophique, comme une pratique culturellement située, c'est-à-dire comme une forme culturelle, parmi d'autres, ce qui a plusieurs conséquences de ce fait-là. D'abord, si la philosophie est une forme culturelle parmi d'autres, elle perd le monopole d'être en position de surplomb par rapport aux autres formes culturelles, et donc sa capacité en quelque sorte à évaluer les autres formes culturelles par le geste d'universel qui serait la sienne est aussitôt remise en question. Elle devient une forme culturelle, donc elle est confrontée à ce titre à d'autres formes discursives. Et donc la capacité qu'a la philosophie d'être en dehors, au fond, de tout voisinage culturel et discursif est perdue. Ça, c'est la première conséquence qui me semble importante, ce qui n'induit pas nécessairement une thèse relativiste. Ça, on pourra en revenir peut-être dans la discussion. Le relativisme, effectivement, ça peut être une traduction de cette thèse, mais pas nécessairement. Il peut y avoir d'autres perspectives dans la pratique de la philosophie qui ne sont pas des perspectives forcément relativistes. Il peut y avoir justement des formes de perspectivisme qui naissent à partir de là. On peut dire à ce moment-là, par exemple, que puisque la philosophie est une pratique culturellement située comme les autres, du coup, chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle procède d'une perspective singulière, et tout l'enjeu, c'est de savoir de quelle perspective elle procède. Donc on peut avoir un effet effectivement relativiste à partir de cette thèse, on peut avoir un effet sceptique, on peut avoir un effet perspectiviste, mais on peut aussi essayer de retravailler d'une autre manière les universaux à partir du moment où on réfléchit aux conditions de situation et d'élaboration de ces universaux. C'est pas parce qu'on dit au fond que la philosophie est une forme théorique située dans une époque en lien avec les autres formes culturelles que nécessairement on met à mal toute possibilité pour la philosophie de formuler un universel. Simplement, cet universel sera nécessairement lui-même situé. Et donc, il sera ancré dans un contexte d'élaboration. Et chez Butler, par exemple, très clairement, on a cette réflexion-là qui arrive à partir d'une relecture d'Adorno. On a cette réflexion qui consiste à dire que il ne peut pas y avoir d'analyse des universaux sans une analyse des contextes de formulation de ces universaux. Concrètement, on ne peut pas être pour ou contre le port du voile, par exemple, si on ne réfléchit pas au contexte d'usage de ce voile, si on ne réfléchit pas aux contextes nationaux, d'usage aux contextes locaux, aux stratégies qui sont liées à ce port du voile ou non, en termes d'émancipation ou de répression, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, on n'arrivera pas à formuler un point de vue, mais ce point de vue, il devra être situé dans les contextes qui lui donnent sens. Et ça, je crois que c'est une hypothèse qui naît justement de cette position un petit peu culturaliste de la philosophie. C'est une première conséquence. Donc le fait que la philosophie est une pratique culturellement située, voisinant avec d'autres pratiques, avec d'autres formes culturelles. La deuxième conséquence que je vois à l'œuvre dans cette thèse, c'est qu'effectivement, du coup, et là aussi je dirais que, voilà, pour moi c'est le tournant culturaliste de la philosophie, c'est une forme d'entrée dans une modernité de la pratique de la philosophie. La deuxième conséquence que je vois, c'est que ce qui intervient au premier plan à ce moment-là, c'est la nécessité de relier justement un énoncé à une forme de vie particulière.
puisque les énoncés philosophiques sont des formes qui sont situées à un moment particulier de leur élaboration, dans un espace particulier. Du coup, ils sont nécessairement ces énoncés en rapport à des formes de vie. On pourrait presque dire qu'un énoncé qui est sans rapport à une forme de vie spécifique court le risque d'être un énoncé vide ou un énoncé purement, disons, métaphysique au sens que Wittgenstein, par exemple, a pu donner à ce terme quand précisément il a voulu faire la thérapie de la philosophie en proposant de raccorder les jeux de langage à des formes de vie. Et j'insiste beaucoup sur ce tournant wittgensteinien dans l'entrée en modernité de la philosophie, parce que je crois qu'au début du siècle, effectivement, dans deux registres très différents, du côté de Wittgenstein dans ses investigations, et aussi dans une toute autre direction, du côté de la naissance de la théorie critique avec l'école de Francfort, donc avec les textes fondateurs de Horkheimer et d'Adorno dans les années 30, on a, d'une certaine façon, l'idée qui apparaît qu'on ne peut faire de la philosophie que si, justement, on réfléchit à l'ancrage socio-culturel, pour aller vite, de l'énoncé philosophique en termes non seulement de conditions d'engendrement de l'énoncé, mais aussi en termes de conditions de réception de cet énoncé. Et ceci, d'ailleurs, amène une troisième conséquence, puisque la philosophie cesse d'avoir le monopole puisque disons que la philosophie est une forme culturelle située, puisqu'elle est un énoncé parmi d'autres, à ce moment-là, elle perd aussi le monopole de la capacité à énoncer des concepts, des idées, des universaux, puisque, au fond, toute pratique de discours a vocation aussi à formuler, dans les limites culturelles et sociales qui sont celles de son engendrement, des idées, des énoncés, des concepts, et donc des universaux situés. Et donc, à ce moment-là, on voit bien que la philosophie n'a plus véritablement de domaine propre qui lui serait réservé par le fait que, justement, étant une forme discursive comme une autre, elle a à se poser la question de savoir ce qui se pense dans les autres formes culturelles, dans les autres formes discursives, et elle a aussi à se poser la question de ce qu'il y a au dehors donc, de son domaine de délimitation stricte. Et je pense que, ça je le dis après bien d'autres, que l'une des entrées dans la modernité en philosophie consiste précisément à assumer cette incomplétude du domaine de la philosophie. C'est pourquoi, effectivement, un texte qui résume particulièrement bien cette position, c'est un texte de 1960 de Merleau-Ponty qui s'appelle « Partout et nulle part », qu'on retrouve dans le volume Signes, qui nous dit en substance que la philosophie, le centre de gravité de la philosophie est partout et sa circonférence nulle part. Autrement dit donc, la philosophie a vocation à se retrouver au dehors d'elle-même, au dehors de son domaine institutionnel de compétences spécifiques. Et c'est donc cette sortie de la philosophie qui me semble extrêmement intéressante à analyser aussi, dans la mesure où finalement on voit par là qu'il n'y a pas une place attitrée qui spécifierait le domaine de la philosophie. Et on mesure du coup l'écart, si on a encore en tête la distinction des places de Platon, l'âme d'or des philosophes, l'âme de fer des artisans, chacun à sa place, le philosophe ayant quand même la place souveraine.
on mesure l'écart qui sépare Merleau-Ponty de Platon, puisque précisément la philosophie se trouve littéralement exister de manière exorbitée, c'est-à-dire hors de son orbite, hors de son sillon initial, dans un domaine qui est potentiellement partout. Et ça, je crois aussi que c'est un effet de ce tournant culturaliste de la philosophie que j'essaie de repérer au point de départ du livre. Alors ensuite, disons que l'enquête à partir de là pourrait être multiple. Moi, je lui ai donné une direction, sachant que dans ce livre, c'est plus un programme de travail que j'essaie de mettre en avant à partir de certaines scènes, de certaines figures que je repère. Ce n'est pas du tout un ouvrage qui a vocation à être exhaustif, complet, pas du tout. D'ailleurs, je continue dans ma lancée. Bon, l'année prochaine, je fais un séminaire, je vais faire un séminaire à la Redune sur justement cette question de la contre-culture, mais en trouvant de nouvelles figures de réflexion, parce qu'en réalité, ce travail-là, justement, j'ai voulu juste faire apparaître quelques figures et quelques formes qui me semblaient un peu importantes, mais je dirais que si on a en tête l'idée qu'il y a un tournant culturaliste de la philosophie, donc au fond, l'idée que la philosophie ne peut plus dire l'universel sans s'interroger sur les conditions culturelles au sens large d'élaboration de cet universel. Donc si on a en tête l'idée qu'on ne peut pas penser sans se demander d'où on pense, à ce moment-là, il y a, je crois, plusieurs types d'enquêtes qui sont possibles sur, encore une fois, la production de l'écriture philosophique. C'est un texte qui essaie de réfléchir sur la production de l'écriture philosophique. Je crois qu'il y a plusieurs types d'enquêtes qu'il faut faire et qui sont faites d'ailleurs pour certaines d'entre elles sur les conditions de production de l'écriture philosophique. Des enquêtes qui touchent sur justement ces conditions par exemple sociales. Donc effectivement, dans la lignée des travaux de Pierre Bourdieu, il y a eu, à commencer par Bourdieu lui-même, toute une série de réflexions sur, disons, les formes sociales à partir desquelles l'écriture du texte philosophique était rendue possible. Sachant que Bourdieu a analysé, par exemple, ce temps dégagé de l'urgence sociale nécessaire pour le philosophe à l'écriture de cette philosophie qui est justement qui n'est pas concernée par l'urgence sociale. Donc il y a une espèce d'enquête que Bourdieu a commencé à initier qui me semble très intéressante, qu'on peut résumer autour des conditions sociales de l'élaboration du texte philosophique. À quelles conditions finalement quelqu'un peut être socialement reconnu comme un philosophe et donc a vocation ou non à dire quelque chose de philosophique. Alors bien évidemment, cette enquête sociale, elle est en même temps historique, puisque les formes sociales de production de l'écriture philosophique sont historiquement changeantes. Il est certain que faire un texte philosophique quand vous commencez à être un enseignant dans une université, comme c'est le cas avec Kant au XVIIIe siècle, n'est pas identique à faire de la philosophie quand vous avez les moyens de vous dégager de toute urgence sociale et que vous pouvez vous adonner à l'écriture philosophique, comme c'est le cas avec Descartes, par exemple. De Descartes à Kant, on a l'institutionnalisation de la figure de l'enseignant. Et Kant était, en matière d'enseignant, c'était le Prague de l'époque. C'était quelqu'un qui faisait énormément d'heures de cours. Il était contraint à faire des cours de géographie, des cours de logique, des cours d'anthropologie et par moments des cours de philosophie. Et en réalité, il était, à mon sens, il n'était pas loin du burn-out dans l'écriture, parce qu'il était tout le temps en train d'enseigner. Mais justement, la figure de l'enseignant philosophe est une figure qu'il faut analyser sur le plan social. Après tout, et là on a toute une histoire de la philosophie comme histoire de l'enseignement de la philosophie
et comme histoire de la figure de l'enseignant qu'il faut faire, par exemple, mais il faut aussi analyser les conditions, par exemple, nationales de diffusion des textes philosophiques. Et ça, c'est un autre genre d'enquête qui n'a pas été initié par Bourdieu, mais en revanche qui a été initié par certains philosophes, comme je pense aux travaux de Pierre Macheret, qui justement a réfléchi sur la philosophie française, entre guillemets, à partir du programme des idéologues à la fin du XVIIIe siècle, puis ensuite à partir de l'établissement de l'agrégation de philosophie par Victor Cousin, puis à partir de l'enseignement de la philosophie en classe de terminale par Victor Cousin également, par le programme de l'éclectisme. On a des conditions nationales de fabrication de la philosophie qui sont très intéressantes pour aussi comprendre le type d'écriture de la philosophie qui se joue à l'intérieur de ces conditions nationales et qui font que, effectivement, la philosophie dite, entre guillemets, française n'est pas la philosophie dite, par exemple, allemande, et encore moins celle dite japonaise. Et en même temps, pour autant, peut-on véritablement réfléchir à la philosophie sans s'intéresser à ces conditions nationales de développement et de déploiement? Ces conditions nationales, ce sont aussi des conditions, entre guillemets, internationales de diffusion, de querelles entre les philosophes, de guerre entre philosophes, qui se jouent à travers des revues, à travers des formes philosophiques culturelles distinctes, philosophie analytique, philosophie continentale, voire toute la querelle qu'il y a eu entre Derrida et John Searle, par exemple, au point que Searle, aux États-Unis, n'avait qu'une obsession, c'était de tout faire pour que pour que Derrida ne soit pas enseigné et n'enseigne pas dans les campus américains. Et donc là, il y a toute une guerre qui s'est jouée qui a été racontée dernièrement entre Searle et Derrida, et qui montre bien que les enjeux de diffusion d'une pensée sont aussi à interpréter en termes de conflits géo-philosophiques, c'est-à-dire en termes de rapport entre nations, en termes d'hégémonie, en termes donc de pouvoir précisément. De telle sorte que réfléchir sur les conditions d'élaboration de la philosophie, c'est aussi réfléchir sur les foyers de pouvoir qui rendent possible des diffusions de savoir, de réflexion. Mais ça, effectivement, ça a été depuis longtemps fait pour l'histoire de l'art, par exemple. C'est vrai qu'on a depuis longtemps analysé dans la diffusion du Quattrocento italien, par exemple, les carrières des peintres italiens en fonction des endroits où où leurs œuvres étaient exposées, montrées, etc. Et là, il y avait toute une géopolitique de la production de l'art en Italie, selon que vous faisiez votre peinture dans telle église de tel endroit ou de tel autre endroit, vous deveniez quelqu'un d'important ou non. Donc, mais c'est vrai qu'en philosophie, on a souvent rechigné à faire ça, précisément parce qu'on considérait que la philosophie devait être au-delà de ces conditions basses d'engendrement. Moi, je m'intéresse beaucoup à ces petites conditions un petit peu grises, un petit peu mesquines, un petit peu basses d'engendrement du texte philosophique, et en tout cas d'engendrement aussi de la réception du texte philosophique. C'est d'ailleurs un élément intéressant dans une histoire culturaliste de la philosophie que de se rendre compte qu'il est très difficile de distinguer entre le texte tel qu'il énonce quelque chose et sa réception, par exemple. De la même manière qu'il est très difficile de distinguer entre le canal de production d'un texte, où est-ce qu'il a été publié, à quel endroit, pourquoi, etc., et le texte lui-même. Donc là, il y a tout un champ de travail, à mon avis, à accomplir, qui suppose que le sens d'un texte ne se limite pas justement à son interprétation, à une herméneutique interne au texte, mais suppose de réfléchir aux conditions d'élaboration de ce texte et aux conditions de diffusion de ce texte.
Ça, c'est une autre forme d'enquête que l'on peut faire dès lors qu'on dit qu'il y a un tournant culturaliste à opérer dans la philosophie. Donc, soit on réfléchit sur les conditions sociales d'engendrement de la philosophie, soit on réfléchit sur les conditions géographiques au sens large, national et international, d'engendrement de la philosophie, soit on réfléchit sur les conditions institutionnelles de la philosophie, le fait qu'elle est enseignée dans l'université, s'intéressant également peut-être à l'histoire des universités et à l'histoire des productions des idées dans les universités. Là, il y a tout un type de travail aussi qui est partiellement mené maintenant. Alors moi, je n'ai pas voulu entrer dans chacune de ces trois enquêtes-là, enquête sociologique, enquête géographique et enquête institutionnelle. J'ai cherché plutôt à repérer à l'intérieur même de l'écriture de la philosophie contemporaine, j'ai cherché à repérer effectivement ce que j'appelle une tendance contre-culturelle de la philosophie. Donc, autrement dit, je ne me suis pas posé les questions des conditions socio-culturelles d'engendrement de la philosophie, j'ai plutôt voulu poser la question du motif culturel à l'intérieur de l'écriture du texte philosophique dans la philosophie contemporaine, en partant de l'idée que nous avions assisté depuis donc Wittgenstein et l'école de Francfort dans deux registres très différents à un tournant culturaliste de la philosophie, c'est-à-dire à l'idée que la philosophie désormais doit être pensée en modestie comme une forme discursive en rapport avec soit une forme de vie, soit d'autres énoncés, bref, située, comme une philosophie située. Donc, ce que j'ai cherché à faire, c'est repérer dans l'écriture philosophique contemporaine les formes de cette situation-là, de cette réinscription de la philosophie dans son époque, ce qui suppose effectivement d'accepter en quelque sorte et même d'accomplir ce tournant culturaliste. Alors après, à partir de là, du coup, ma question était la suivante. Une fois ce tournant culturaliste repéré, pourquoi vouloir penser la philosophie du côté de la contre-culture? Alors, premièrement, la contre-culture, à mes yeux, je l'ai dit tout à l'heure, est un cas d'espèce de ce tournant culturaliste de la philosophie. Donc ce n'est pas une façon de ressortir de l'inscription culturelle de la philosophie, c'est plutôt une façon de penser un certain nouage de la culture et de la philosophie. Un certain nouage que je repère à partir de deux éléments qui me semblent être mis ensemble et définir une nouvelle actualité de l'écriture philosophique, et que je repère spécifiquement pour moi dans le tournant des années 60, à savoir l'articulation dans l'écriture philosophique du thème de la critique, dont on peut faire l'histoire et la faire remonter au moins jusqu'au XVIIIe siècle, et précisément jusqu'à Kant en particulier, dans ce texte « Qu'est-ce que les Lumières ?», dans lequel Kant affirme qu'il s'agit de penser par soi-même, ode sapere, contre les tuteurs auprès desquels on délègue par paresse et lâcheté, dit-il, le fait justement de ne plus avoir à penser par soi-même, contre donc, et donc naturellement cette thèse de penser par soi-même, dont on pourrait la faire remonter déjà avant à Spinoza dans son traité politique, cette thèse de penser par soi-même, Kant lui donne quand même le nom de critique. Non seulement dans ces trois critiques, la raison pure, pratique et la faculté de juger, mais aussi comme motif de la pensée. Penser par soi-même, c'est au fond soumettre à la critique, à l'appréciation, et soumettre à la critique l'ensemble des formes de l'autorité, puisque dans cette préface de la critique d'Argenteau dont je parlais tout à l'heure,
il va jusqu'à mettre en note, il est vrai, mais note c'est encore du texte, il va jusqu'à indiquer en note que même effectivement ces deux autorités que sont la religion et la législation, c'est-à-dire le pouvoir religieux et le pouvoir politique, doivent être soumises à la critique précisément. Or, ce que j'essaie de repérer de mon point de vue, c'est dans l'émergence de la contre-culture en philosophie, c'est la conjonction de ce thème de la critique, donc, qui remonte à une histoire bien antérieure, et d'un autre thème qui me semble apparaître véritablement, se dessiner en tout cas comme motif philosophique, comme motif de l'écriture philosophique dans les années 60, qui est l'idée, alors ça touche le mode minoritaire justement, le mode mineur, qui est l'idée que des formes de vie s'expérimentent, s'inventent, qu'il y a des registres alternatifs dans l'invention de formes de vie et d'allure, par rapport auxquels la philosophie doit, d'une certaine manière, vis-à-vis desquels la philosophie est en rapport. Ce qui me semble très intéressant, autrement dit, dans les années 60 en philosophie, c'est que chez des auteurs comme Deleuze et Guattari, mais aussi, bien sûr, comme Foucault, mais aussi comme Derrida, dans un autre registre, mais aussi comme Rancière, dans les années 70, autant d'auteurs auxquels je consacre des chapitres liés à un texte précis dont je fais l'analyse, je vois à l'œuvre précisément la conjonction dans le texte du thème de la critique et de la thématique des inventions de vie, des créations, des allures de vie nouvelles. Et c'est précisément cette conjonction que j'essaie de définir comme contre-culture. Pourquoi ? Parce que dès lors que l'enjeu de la philosophie est d'accepter ce tournant culturel qui la situe dans un ensemble de formes, de registres, de discours, de pratiques qui définissent quand même une situation pour la philosophie, un présent, la question se pose de savoir si la philosophie doit assentir ou non à ce présent, à ces formes majoritaires qui définissent le présent, ou si elle peut justement, au contraire, s'écarter des formes majoritaires de ce présent dont elle fait par ailleurs le diagnostic. Et là, pour moi, on a deux options qui touchent le statut de la règle et de la référence à la règle. Est-ce qu'au fond, l'enjeu, c'est, une fois que nous avons mis l'accent sur l'ensemble des règles, des normes qui définissent, au fond, le moment présent, est-ce que l'enjeu, c'est de suivre au mieux ces règles ? Et il me semble que la réflexion de Wittgenstein sur qu'est-ce que c'est que suivre une règle à l'intérieur d'une forme de vie précise va dans ce sens. Ou est-ce que l'enjeu, c'est justement, ça ne peut pas être également de comment faire pour ne pas trop suivre la règle. Et il me semble que l'analyse, en particulier que propose Foucault dans son propre travail, va dans ce sens-là. Comment ne pas être tellement gouverné ? C'est la question que Foucault posait dans sa conférence de 1978 à la Société française de philosophie, qui n'est malheureusement pas trouvable dans les 10 écrits, etc., mais qu'on peut se procurer à la bibliothèque de philo ici, sous forme d'un petit texte. Foucault définit la critique, dont il fait l'histoire en la faisant remonter au XVIIIe siècle, comme l'art de n'être pas tellement gouverné. Et dans cette définition, c'est bien l'adverbe qui prévaut, puisque Foucault ne dit pas que la critique est l'art de n'être pas gouverné, ce qui supposerait qu'on peut se sortir des règles, des normes dans lesquelles on est situé, alors qu'en réalité, pour Foucault précisément, nous sommes toujours situés, assujettis, produits comme sujet à l'intérieur de certaines normes qui nous produisent comme sujet. La question n'est pas de sortir d'eux, mais plutôt de se demander comment, de l'intérieur même des normes qui nous produisent comme sujet, des écarts sont possibles, des formes de contingence sont
se laissent deviner, à l'intérieur desquelles des nouvelles manières de se gouverner deviennent possibles, qui ne soient pas simplement des répliques, au sens reproductif du terme, des formes majoritaires de gouvernement, mais qui soient au contraire des possibilités d'expérimenter de nouvelles formes de subjectivité. C'est Foucault qui disait dans un des derniers entretiens qu'il a fait, il disait il nous faut inventer de nouvelles formes de subjectivité. Mais à quelles conditions cette invention est-elle possible? Alors voilà ce que je cherche à repérer dans l'écriture de certains textes philosophiques, la conjonction de la figure de la critique et de la figure de l'invention. Et c'est pourquoi je vois cette conjonction se déployer dans, au fond, un moment de l'histoire de la philosophie que je situe de manière, pour donner un cadre, que je situe au fond entre 1947 et 1972, c'est-à-dire entre le deuxième sexe de Simone de Beauvoir et l'anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, pour des raisons différentes que j'essaie d'expliquer dans le livre, à partir de figures aussi distinctes. Il me semble que cette thématique de la contre-culture en quelque sorte, va se cristalliser et se densifier dans les années 60. Et de ce point de vue, oui, j'ai cherché un petit peu à ressaisir en quoi mai 68 pouvait être, au fond, le centre sismique, ou en tout cas le centre densifié de cette nouvelle façon de faire de la philosophie. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une pensée 68, pour reprendre le livre par ailleurs abominable de nos chers ennemis, Ferry et Renaud, voilà, c'est ça, qui voit dans une espèce de pensée 68 comme ça la destruction du sujet, etc. Mais ce qui veut dire qu'il s'est bien passé quelque chose dans les années 60, dans la façon de faire de la philosophie, et qui tient, je crois, à cette nécessité au fond, de faire que le concept corresponde à une forme de vie, qui s'expérimente. Et c'est ça que je repère effectivement chez mes différents auteurs sur lesquels je travaille, avec en quelque sorte des retraductions que je suggère en fin de livre dans une certaine pratique de la philosophie américaine contemporaine qui me semble être intéressante parce que précisément elle reprend cette idée de la philosophie en la retraduisant, c'est-à-dire donc forcément en produisant une toute autre scène de la pensée à partir quand même de relecture de ces auteurs-là, après tout des auteurs comme Butler, Spivak et bien d'autres ont ceci d'intéressant qu'elles reprennent cette nécessité pour la philosophie d'être à la fois du côté de la critique et des expérimentations de vie, des nouvelles inventions d'allure de vie, et ça ouvre de nouvelles zones de discursivité, comme on le sait bien, avec les études de genre, les études postcoloniales, etc., les subaltern studies, etc., qui sont, je crois, des prolongements, c'est ce que j'essaie de suggérer, de ce geste contre-culturel de la philosophie. Voilà à peu près ce que je pouvais être amené à dire. Je peux développer un peu plus si vous le souhaitez, mais peut-être sous forme de questions, si ça vous va comme ça. Merci beaucoup, vraiment, pour cette...